Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais commencer ce livre, Dans les brumes de Capelan, d'Olivier Norek, aux éditions Michel Lafon. Et depuis, je l'ai lu, j'en ai lu d'autres. J'en ai lu d'autres comme ça, j'en ai lu d'autres derrière, je sais pas si vous les voyez là. Pardon, micro. Et j'ai décidé, au lieu de vous faire un gros bilan sur tout ce que j'avais lu là depuis la dernière fois, je vais vous faire 3 vidéos. Une vidéo donc avec tout cela. Je vous ferai aussi une vidéo spéciale Guillaume Musso et une vidéo spéciale BD. Voilà, donc vous aurez droit à 3 vidéos au lieu d'une sur ce bilan de je sais plus quand c'était la dernière fois. Je sais plus, ça devait être en mars. Donc pour commencer, je vous parle de Dans les brumes de Capelan d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon, comme je vous disais, qui est le 4e volet des enquêtes de Victor Coste. Victor Coste qu'on a rencontré déjà la première fois dans Code 93, ensuite dans Territoire et ensuite dans Sur Tension. Ici, donc il s'est passé quelque chose dans les 3 précédents, hein, forcément, mais quelque chose qui a fait que Victor Coste a voulu s'isoler un petit peu, je ne vous dis pas quoi, et puis de toute façon j'ai pas encore lu ni Territoire ni Sur Tension, donc je peux pas vous dire, mais je vais les lire bientôt. Donc Victor se retrouve à Saint-Pierre, de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc une île très éloignée de la métropole. Il a une mission officielle qui est police des douanes, on va dire, et une mission officieuse. Personne d'autre sur l'île n'est au... Enfin, presque personne d'autre sur l'île n'est au courant. Il est chargé de faire parler des personnes en général assez peu recommandables, qui se sont mises dans des sales draps jusqu'au cou, pour faire tomber des plus gros bonnets. Voilà, il doit les faire parler, les retourner, prendre des infos, etc. pour ensuite arrêter d'autres personnes qui sont encore plus dangereuses. Donc ça, c'est sa mission principale. On suit aussi une affaire qui s'est passée 10 ans auparavant. C'est une jeune fille de 14 ans qui a disparu. Donc est-ce que c'est un enlèvement? Est-ce que c'est un kidnapping? On ne sait pas trop. La mise en scène est assez étrange quand même. Mais on trouve des choses aussi dans le journal intime de la jeune fille. On se dit que le père était pédophile, incestueux. Donc l'affaire, on se dit, la fille, elle a fugué. Le souci, c'est que 10 ans plus tard, on retrouve cette jeune fille dans une cage, dans une cave, avec une autre jeune fille morte. Donc ça relance un petit peu l'affaire, et cette jeune fille qui s'appelle Anna est envoyée à Victor Coste pour qu'elle puisse lui parler, parce qu'elle est complètement mutique, pour qu'elle puisse lui parler, et qu'on retrouve le kidnappeur, et qu'on retrouve éventuellement d'autres corps, voire d'autres jeunes filles. Voilà, donc Victor Coste c'est pas très chaud pour cette nouvelle mission, c'est pas ce qu'il fait d'habitude, mais sa supérieure pense qu'il est temps qu'il change un petit peu et qu'il reprenne pied avec des personnes peut-être un peu plus recommandables, ou en tout cas pas forcément des malfaiteurs, mais des victimes. Ça, c'est le pitch. Le souci, c'est que, à Saint-Pierre, à une certaine période de l'année, la brume recouvre tout. Donc, on sait qu'à un moment donné, on ne verra plus, on tend la main, on ne verra plus sa main. Deuxièmement, et c'est pour ça que c'est assez problématique, cette histoire de brume, c'est que la personne qui retenait Anna veut la retrouver. Et malgré le fait que ce soit une mission totalement secrète, cette personne va tout faire pour essayer de retrouver où se trouve Anna. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc la mission de Victor Coste, 1, c'est de faire parler Anna, et 2, c'est de la protéger aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans vous spoiler? Pour avoir lu d'autres romans d'Olivier Norek, c'est-à-dire j'ai lu Code 93, j'ai lu Surface, j'ai lu Impact, j'ai pas lu, comme je vous ai dit tout à l'heure, Territoire et Sur Tension, ni Entre deux mondes, mais ça ne saurait tarder. Mais de par mon métier, je vois un petit peu ce qu'il en est de ces romans. Je trouve que ce roman-là, c'est une sorte, je vais dire, d'aboutissement entre les précédents registres de l'auteur, c'est-à-dire les 3 premiers de la trilogie, c'est du polar, pur et dur. Entre deux mondes, c'est plutôt un phénomène sociétal, je vais dire, qui touche profondément,
qui fait appel à l'émotion. Vous avez Impact, qui est donc un thriller plutôt écologique, donc on retrouve aussi des conditions climatiques infernales, et une sorte de psychologie des personnages aussi qu'on retrouve un petit peu là-dedans. Et vous avez Surface, qui est donc une cold case et qui est plus thriller, et effectivement celui-là est un peu plus thriller que les 3 premiers, on va dire. Donc, celui-ci, c'est une espèce pour moi d'aboutissement dans l'écriture, on va dire. Et Victor Coste, alors Victor Coste, dans ce roman, on a juste envie nous aussi de le protéger, quoi. On voit qu'il a été sacrément bouleversé suite au dernier roman, à ce qui s'est passé dans le roman précédent. Et on comprend que il est presque au bout du rouleau, quoi. Et j'ai une telle empathie pour le personnage. Voilà, je pense que vous aussi. Et la fin, je m'attendais pas à cette réaction-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vous le recommande fortement. Olivier Norek sera à la librairie où je travaille normalement le 18 juin, le samedi 18 juin. Autre chose qui n'a... C'est pas que ça n'a rien à voir parce que c'est aussi un thriller, c'est aussi une dédicace. Bruce Benamran devait venir en janvier à la librairie, mais ça n'a pas pu se faire. Et il sera là le 7 mai. Voilà, donc je vous rappelle aussi, hein, le 7 mai pour Bruce, le 18 juin pour Olivier Norek. Je vais passer ensuite à celui-ci, donc j'ai pas la vraie couve, mais je vais vous la mettre quelque part. 16 de Greg Buchanan chez Calman Lévy-Noir. C'est très très particulier, je ne saurais même pas trop vous résumer la situation, à part que la fille d'un fermier découvre des têtes et des queues de chevaux morts. Forcément, il n'y a que les têtes et que les queues. À moitié enterrées dans son champ, donc le fermier appelle la police, donc on a un flic qui arrive sur les lieux. C'est totalement étrange. Ils font appel à une vétérinaire qui travaille souvent avec la police quand il y a des animaux en jeu dans une enquête. Et alors les inspecteurs, vous avez Alec Nichols et la vétérinaire Cooper Allen. Ils vont enquêter pour savoir d'où ça sort, ces chevaux, qui a fait ça, etc. Ensuite, il y a d'autres morts. Je peux pas trop vous en dire plus. Je vais vous donner un peu l'ambiance à laquelle ça m'a fait penser. Comme si ce roman, c'était un cauchemar de David Lynch. C'est brumeux, c'est nébuleux. Les personnages sont étranges, sont bizarres, réagissent tous très, très bizarrement. Je sais même pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. J'ai lu jusqu'au bout, mais c'était tellement étrange. Je sais pas comment dire. Il faut le lire pour se faire sa propre idée. C'est tellement bizarre que voilà, je sais pas. Je sais pas. En fait, en lisant le livre, j'avais un peu la même impression que quand je lis un livre en anglais et que j'ai pas forcément tout le vocabulaire et tout, et de passer à côté de comprendre, hein, de comprendre en gros, mais de survoler certaines phrases parfois. Comme je disais, c'était nébuleux. Et même les dialogues, en fait, parfois les dialogues sont tellement réels. Je dirais réels parce que on a tous des petits mimiques de langage, des tics, des petits mots qu'on dit, des phrases qu'on laisse aller et qu'on finit pas. Et il n'y a que ça dans le roman. Et à l'écrit, ça passe bizarrement. C'était parfois très évasif, parfois onirique dans le sens plutôt cauchemar, comme je disais tout à l'heure. C'était bizarre. L'impression d'avoir les scènes par flash, de pas savoir toujours pourquoi on se trouvait où on se trouvait. Et les personnages, c'était un peu pareil. On était vraiment un peu à leur place, quoi. On était aussi paumés qu'eux à la lecture. Enfin, j'étais aussi paumée qu'eux à la lecture. Si vous aimez l'ambiance David Lynch, allez-y, ça va vous plaire. Vous savez, ce livre, on a l'impression qu'il faut le lire plusieurs fois pour arriver à comprendre un peu comme les films de David Lynch, en fait. Voilà. Donc, je peux pas trop vous en dire plus, mais c'était bizarre. Ensuite, j'ai lu Léonie de Marlène Charine aux éditions Calman Lévy-Noir aussi. Là, c'est plus facile à raconter. C'est une jeune femme qui se fait enlever aussi, un petit peu comme là, mais là, on a plus son point de vue à l'intérieur de l'enlèvement, on va dire. Elle se fait enlever en sortie de boîte de nuit. Le gars a l'air complètement amoureux d'elle, mais il la retient prisonnière, il la viole, et ça pendant 5 ans, 11 mois et 30 jours, donc presque 6 ans.
et elle compte les jours. Léonie, donc c'est la jeune fille qui est enlevée, est férue de mathématiques, donc c'est aussi pour ça que, alors il y a les petites traces là qui comptent les jours, mais elle les compte dans sa tête en vrai. Et donc cette Léonie qui se fait enlever quand elle a, je sais plus, peut-être 19 ans, et qui passe donc plus de 5 ans, presque 6 ans, enfermée chez cet homme qui l'a enlevée. Un jour, un beau matin, cet homme fait un AVC, je crois, ou une crise cardiaque. Il tomberait de mort. Et donc Léonie est potentiellement libre. Par contre, passer presque 6 ans enfermée, ça l'a traumatisée. Elle est devenue un peu agoraphobe. Donc elle va fouiller la maison. Elle va trouver quelque chose dans la maison. Et puis, quand elle décide enfin de sortir, elle a plus trop de raisons de revenir à sa vie d'avant. Et tout ce qu'elle avait espéré en fait durant sa séquestration s'écroule. Il va falloir qu'elle se fasse une vie en fait. Et elle a un but assez particulier dont je ne peux pas vous parler. Et à côté de ça, on a aussi l'histoire d'une femme qui est vétérinaire aussi, comme là, qui est vétérinaire et dont le frère qui était flic a eu un accident de parapente le jour où ils auraient dû intervenir, ou son équipe aurait dû intervenir sur l'enlèvement de Léonie. Donc les deux affaires sont liés par coïncidence, on va dire. Le jeune homme qui met des années à se remettre, hein, il est paralysé, il ressemble un petit peu à Stephen Hawking, il peut pas trop parler, il peut pas trop se déplacer, sa sœur a sacrifié beaucoup de sa vie pour lui, pour essayer de le maintenir en vie, pour qu'il reprenne vie, et pour qu'il, psychologiquement, qu'il ait envie, qu'il reprenne le goût de vivre, elle demande à son ancien collègue des dossiers de police pour qu'il puisse réfléchir dessus, et dont le dossier qu'ils n'ont pas pu traiter à l'époque. À un moment donné, il va y avoir des sortes de coïncidences. Je peux pas vous en dire plus. Alors le début, c'est très addictif, on a envie de savoir et tout. La fin, j'ai trouvé ça trop rapide, fait trop rapidement. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé, que ce soit moins facile entre guillemets, parce que après ça va un peu trop vite. Alors que tout le début est bien amené, bien expliqué et tout, et à la fin, voilà. Donc j'aurais préféré une fin mieux pas expliquée, parce que c'est bien expliqué, hein, mais mieux, enfin plus longue peut-être. Voilà. Mais c'est un thriller assez original aussi, parce que on a la psychologie de la jeune femme qui s'est fait enlever, c'est très bizarre, et la psychologie de la vétérinaire, celle du frère un peu moins, parce que un petit peu quand même. Donc voilà, thriller psychologique aussi. Et je me suis dit que j'allais faire une micro-pause dans les polars, et j'ai lu finalement Merci, Gratier, Thank You de Julien Sandrel, toujours chez Calman Levy. Donc là c'est pas la vraie couve, je vous mettrai la vraie couve quelque part aussi, qui n'est pas du tout un polar, qui est presque, mais pas tout à fait, un roman feel good, mais pas vraiment. C'est l'histoire d'une vieille dame qui a genre 80 ans, ou 85 ans, je sais plus. Gina, voilà, elle a 60 ans au départ, je crois, ou 65, et elle va voir une voyante qui lui dit « Un jour, vous allez gagner une grosse somme d'argent, mais à ce moment-là, la mort cognera à votre porte. » D'accord. Et puis en fait, Gina, elle se met à jouer au casino de temps en temps, et genre à 80 ou 85 ans, bim, elle gagne le jackpot. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent, Gina? Eh bien, elle décide d'aller remercier les gens, ou plutôt les descendants des gens, qui l'ont aidée, elle et sa famille, toute sa vie. Et à côté de ça, elle a sa petite fille qui s'appelle Chloé, qui travaillait, je crois, à Singapour, et qui a dû revenir. Sa mère est morte, enfin bref. Donc elles vivent un petit peu ensemble, et Chloé va s'apercevoir qu'en fait elle connaissait pas du tout sa grand-mère, Gina, et elle s'en veut beaucoup quand Gina disparaît, c'est-à-dire Gina veut faire son périple toute seule, donc elle laisse un mot, et puis Chloé, puis Olga la voisine s'inquiète beaucoup. Donc elles vont partir à la recherche de Gina. Il y aura des sortes de chassés croisés comme ça, et d'un côté on suit Gina qui va remercier, proposer de l'argent aux gens, etc. Les gens ou les descendants des gens qui ont aidé sa famille ou elle. Et de l'autre côté, Chloé et Olga qui partent direct à New York parce qu'elles croient que Gina est partie à New York City. Et
bon, à un moment donné, elles vont finir par se croiser. C'est émouvant et drôle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce roman. Julien Sandrel, il y a souvent ça. Alors, dans le précédent que j'avais lu, c'était vers le soleil. Il y avait une espèce d'intrigue de course contre la montre, entre guillemets. Là, c'est peut-être un peu plus léger, un peu plus drôle, parce que le personnage de Gina est drôle, mais il y a quand même des sujets plus poignants. Hein. De toute façon, aussi, il y a le racisme, il y a l'homophobie, vous avez une histoire de déni de grossesse, vous avez des histoires de famille, etc. Et il y a quand même des sujets graves, mais ça reste abordé de manière tantôt légère, tantôt grave, et ça fait un bon équilibre. Voilà, donc Julien Sandrel, ça m'a fait une petite pause polar, et c'était ça. Ensuite, alors, j'ai lu d'autres choses entre temps, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai lu les 2 premiers tomes, de Blackwater, donc La Crue tome 1, La Digue tome 2, de Michael McDowell, chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc moi j'ai les 2 premiers tomes parce que ils me sont parvenus par l'éditeur. Mais ce sont des tomes qui paraissent tous les 15 jours, donc celui-là est paru le 7 avril, celui-là paraîtra 15 jours après. Regardez-moi ces couvertures magnifiques, je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont trop belles. Donc ils expliquent comment ça a été fabriqué à la fin. Hein. Voilà, regardez pas mes ongles parce que j'ai fait du jardinage et c'est une horreur. Et le dos, voilà, c'est magnifique. Et alors, Michael McDowell, entre beaucoup d'autres, a écrit le scénario de Beetlejuice et a aidé à la création de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. C'est inédit en France. Cette suite de romans-là, il y en aura en tout 6. La Crue, La Digue, La Maison, La Guerre, La Fortune, Pluie. Donc là, moi j'ai lu les 2 premiers parce qu'on m'a envoyé les 2 premiers. Je vais vous situer l'idée, je l'avais dit à Kim, de la semaine de Kim, si vous connaissez sa chaîne. C'est un petit peu comme si Stephen King avait écrit le scénario de Dallas à l'époque de Lovecraft. Vous voyez un petit peu le principe? C'est en fait dans la ville de Perdido. Il y a 2 rivières qui se rejoignent. Vous avez la Perdido et vous avez Blackwater. Et à cet endroit-là, il y a à la confluence des 2 rivières, il y a beaucoup de remous, il y a un maelstrom et beaucoup d'enfants chinois, etc. Et en 1919, à Pâques 1919, il y a une crue. Donc c'est ce qui se passe dans le tome 1. Une crue qui dévaste tout le village. Et pour voir s'il y a des survivants, Oscar Casquet, oui, c'est la famille, c'est la saga de la famille Casquet en fait, hein, cette histoire. Oscar donc avec son canot et Bray c'est un esclave entre guillemets, oui, c'est un esclave, un domestique, vont sur la Perdido pour voir s'il y a des survivants, s'il y a des gens qui sont encore coincés quelque part. Et il se trouve qu'une jeune femme se trouve dans une chambre d'hôtel, qu'elle n'a pas entendu les alarmes et qu'elle est restée coincée. Et il la sauve, il la ramène à la maison. Elle veut devenir institutrice, elle se fait beaucoup d'amis, sauf quelques personnes qui sentent qu'elle est bizarre, cette femme. Et effectivement, elle est bizarre au tout début, hein, on voit qu'elle est bizarre et qu'elle a un lien très fort avec la rivière, mais genre très fort avec la rivière, et qu'elle n'est peut-être pas étrangère à la crue, et à certains enfants qui disparaissent. Donc c'est un roman, c'est à la fois une saga familiale, mais c'est aussi du fantastique, parce que cette jeune femme qui s'appelle Elinor, et clairement, je pense que c'est elle, hein, qui a les cheveux couleur boue de la Perdido, est très étrange. Elle arrive à manipuler beaucoup de monde, et il n'y a que certaines personnes qui ne se font pas avoir par elle. Et donc là, dans les 2 premiers tomes, donc vous avez la crue et la digue. La digue, c'est parce que une femme qui, je vais pas vous spoiler, hein, une femme se dit, mais au fait, pourquoi on fait pas une digue pour éviter ce genre de problème, les crues? Mais oui, c'est une bonne idée, sauf que ça ne plaît pas du tout à Elinor. Donc là, on est plus axé sur les 2 premières années d'Elinor à Perdido, et là ensuite la construction de la digue et tout ce que ça peut entraîner. Donc voilà, il y a plein de petites histoires comme ça qui en font une plus grande, et ça se lit tout seul, ça se lit super vite, ça coule de source, j'ai envie de dire, c'est fluide comme une rivière, c'est débordant de gothique, de fantastique et de psychologie aussi, parce qu'il y a beaucoup la psychologie des personnages, les non-dits des familles, les rivalités, les héritages et tout, c'est ce qui me fait un peu penser à Dallas aussi. Voilà, il y a tout ça en fait, et c'est très gothique effectivement. Ça se passe en Alabama,
dans les années 20, hein, entre les deux guerres. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo-là. Et là, alors il y a beaucoup, je vous ai montré beaucoup de thrillers, un peu de fantastique et un roman un petit peu plus émouvant, on va dire, voilà. Qu'est-ce que vous préférez comme style de roman? Moi, c'est plus les polars, c'est sûr. Est-ce que vous avez l'intention de lire toute la saga de Blackwater? Vous en avez sûrement entendu parler, hein, on les voit beaucoup passer sur les réseaux, c'est magnifique. Franchement, c'est superbe. Le boulot de couverture, de reliure, waouh, trop. Bref, dites-moi tout ça. Et sur ce, bonne lecture.